Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous et toutes d'être là. Nous sommes émus. Je crois que c'est la première fois que nous nous exprimons devant 350 hommes et femmes qui viennent de pays si différents et qui viennent de partout pour travailler pour le bien commun. Et comme l'a dit le commissaire Cañete, c'est la question du climat, c'est la rencontre entre l'humanité et son destin. Et sinon, si nous sommes si nombreux, si nous avons les visages aussi sérieux, c'est sans doute que nous comprenons tous que ce qui se passe en ce moment est grave et qu'il y a vraiment besoin d'un sursaut. Le président d'Assise l'a dit au début, il faut changer d'ambition, il faut mettre notre ambition réelle en conformité, il faut passer aux actes et pas seulement en paroles. En arrivant ici, on avait envie de rendre hommage, si nous sommes tous là venant de tant de pays. Aujourd'hui, l'Europe est une idée un peu qui fait consensus, presque un consensus mou, mais les fondateurs avaient eu un courage fabuleux. Vous reconnaissez ici Schuman, Adenauer, Gasperi, qui disaient la paix mondiale, en 1950, l'acte fondateur de l'Europe, la paix mondiale ne saurait être préservée sans des efforts créateurs à la hauteur des dangers qui la menacent. Et il y avait besoin en 1950 de beaucoup de courage et beaucoup d'imagination, et je crois que c'est vrai aujourd'hui, ainsi en 2018. Le Figaro avait titré au lendemain, quand Schuman et Adenauer avaient dit qu'ils voulaient mettre ensemble le charbon et l'acier, le Figaro avait titré une initiative révolutionnaire. Aujourd'hui, l'Europe paraît une idée banale, mais à l'époque, c'était vraiment une idée révolutionnaire. Et nous pensons qu'en cette année 2018, nous sentons tous qu'il se joue quelque chose de crucial. 3 articles dans la presse française, mais c'est pareil dans tous nos pays. Ouest, le Figaro qui dit une année décisive pour l'Europe. Est-ce que l'Europe va être capable d'un sursaut? Est-ce que l'Europe va être capable d'un nouveau projet? L'année du climat. Jean Jouzel expliquera pourquoi nous n'avons plus que 3 ans pour faire bouger les choses. L'année de tous les dangers pour la finance, dit le journal Les Échos. Donc, à nous vraiment de profiter de cette année pour un sursaut d'intelligence, de fraternité. Oui, c'est urgent, parce qu'il y a plein de choses qui bougent. Le commissaire Cañete a raison de dire tout ce qui bouge dans tous nos pays. Mais en même temps, le président Macron, en commençant la première phrase du discours d'Emmanuel Macron l'autre jour à Paris, c'était « Nous sommes en train de perdre la bataille ». Nous sommes en train de perdre la bataille. Oui. Bonjour à tous et je me joins à... Bonjour chers collègues et je me joins à Pierre pour vous saluer. Bonjour commissaire Cañete, bonjour monsieur le président. Nous allons donc être assez rapides pour... Je ne rappellerai pas je rappellerai rapidement la réalité du réchauffement climatique, bien sûr, avec cette année 2017 qui sera la seconde année la plus chaude que nous ayons connue depuis 150 ans, avec cette augmentation continue des gaz à effet de serre qui a repris pour le méthane, qui se poursuit pour le gaz carbonique. Nous en connaissons tout à fait l'origine, les causes, en particulier les 3/4 sont liés à l'utilisation de combustibles fossiles. Les conséquences premières, c'est d'augmenter le chauffage à peu près de 1%. Et de ce chauffage, eh bien, il n'y a qu'une faible partie utilisée par l'atmosphère. L'essentiel va dans l'océan et ça se traduit largement à travers la fonte des glaces et la dilatation de l'océan par cette élévation du niveau de la mer. En fait, les conclusions des rapports du GIEC est que le réchauffement est sans équivoque, sans précédent et qu'une large part de ce réchauffement résulte déjà des activités humaines. Alors vers quoi allons-nous? Eh bien, voilà, nous allons, si rien n'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique, à la fin du siècle, des réchauffements de 5, 6, 7, voire 10 degrés dans les régions arctiques, largement plus de l'ordre de 5 degrés sur l'Europe. Ça, c'est pour la fin du siècle. Et avec des conséquences multiples avec lesquelles, je crois, vous êtes familiers. Pour ne pas être trop long, je passerai essentiellement avec des conséquences sur l'Europe, évidemment. Bien sûr, certaines régions sont déjà affectées par le niveau de la mer. On pense à des élévations du niveau de la mer qui pourraient atteindre 1 mètre à la fin du siècle et puis se poursuivre. C'est ça le problème. Nous sommes partis, si nous maintenons le réchauffement climatique au-delà de 2 degrés, eh bien, sur des longues périodes, avec la fonte du Groenland à échéance du millénaire, vers des élévations du niveau de la mer jusqu'à 7 mètres. 3 exemples de conséquences assez spécifiques à l'Europe. Les précipitations. Vous voyez, les zones en vert sont des endroits où les précipitations augmentent. C'est le nord de l'Europe. Mais tout le pourtour méditerranéen, les précipitations diminue avec une augmentation de l'évaporation et donc des conséquences sur les ressources en eau, sur l'agriculture dans ces régions, et c'est déjà le cas, et bien sûr on doit se poser les questions sur les réfugiés climatiques puisque tout le nord de l'Afrique, les régions sahéliennes risquent également d'être touchées. Un autre exemple, eh bien, c'est les feux de forêt. On a vécu des feux de forêt à répétition cette année très intense. Le risque de feux de forêt va augmenter pratiquement sur toute l'Europe. Vous voyez à gauche, eh bien, toute
toutes les régions rouges sont les régions où le risque sera, disons, très clair. Ce n'est pas le cas, par exemple, pour une large partie de la France actuellement, mais ce sera le cas dans 30, 40, 50 ans, avec des risques de feux de forêt sur une large partie de l'Europe, en tout cas le sud de l'Europe. Un troisième exemple, eh bien, on va parler de température record. J'ai la carte pour la France, mais ces températures records pourraient dépasser 55 degrés. C'est quelques jours par an, mais ce sera aussi le cas. Donc, ce serait simplement avec un réchauffement moyen de 3 degrés. Et d'ici 2050, un dernier exemple, eh bien, c'est la multiplication du nombre de décès. Dans le cas d'un réchauffement de 3 degrés, eh bien, on irait vers à peu près 2 Européens sur 3 qui seraient frappés, disons, qui auraient à faire face à des conséquences du réchauffement climatique, largement d'ailleurs, très largement, à travers les périodes caniculaires. Donc on voit toutes ces conséquences, nous ne sommes pas exempts des conséquences du réchauffement climatique. Bien sûr, ce qu'il faut faire, nous le savons tous, eh bien pour vous avez mentionné, commissaire Canetti, à juste titre, bien sûr, l'accord de Paris, mais vous savez aussi que pour que cet accord de Paris soit respecté, même au niveau de 2 degrés, avec l'ambition, bien sûr, j'adhère aussi à l'ambition à 1,5 degré, eh bien, on n'a plus que 20 ans d'utilisation des combustibles fossiles au rythme actuel. Et pour faire court, il y a urgence, puisque si on veut y arriver, il faudrait vraiment que le pic des gaz à effet de serre, c'est le message du GIEC, le 4e rapport du GIEC, et très clairement également actuellement, eh bien, il faudrait vraiment que le pic d'émissions des gaz à effet de serre à l'échelle planétaire soit au plus tard en 2020. Et c'est clair que dans ce contexte, l'Europe a un grand rôle à jouer pour entraîner cette dynamique de lutte contre le réchauffement climatique et de diminution des gaz à effet de serre. Oui. La stratégie qu'on a en tête, c'est qu'après le blocage des États-Unis avec Donald Trump, il est fondamental qu'une zone comme l'Europe montre que c'est possible, que pour de vrai, on peut en même temps lutter contre le réchauffement climatique, créer massivement des emplois, avoir une économie qui redémarre, une innovation partagée par tous. La négociation au niveau international est fondamentale, mais il faut pas seulement dans des colloques, pas seulement dans des livres, il faut qu'on fasse la preuve sur nos territoires que notre modèle est possible. Et peut-être que le successeur de Trump s'inspirera de nos idées. Le coup, comme économiste, on peut montrer comment les sociétés d'assurance disent que les événements climatiques extraordinaires ont déjà été multipliés par 4. Jean vient de nous dire qu'on n'est qu'au tout début du réchauffement, que le réchauffement va s'accélérer si on ne fait rien, mais déjà, quand le Bade-Wurtemberg est envahi par l'eau, quand il y a 2 millions d'Allemands qui ont les pieds dans l'eau, quand la Pologne est envahie par l'eau, quand il y a des feux de forêt en Espagne ou au Portugal, déjà les événements climatiques extraordinaires aujourd'hui sont 4 fois plus importants. On vient d'avoir les chiffres pour les États-Unis, plus de 300 milliards dépensés en 2017. Plus de 300 milliards dépensés pour réparer les conséquences du dérèglement climatique, sans parler de la souffrance dans les pays du Sud, où les gens sont souvent très mal assurés. Qu'en sera-t-il, si on continue comme ça, qu'en sera-t-il dans 20 ou 30 ans? On va vers le chaos climatique. Ce n'est pas pour rien si le GIEC a eu le prix Nobel de la paix. Ce n'est pas un problème de CO2, de méthane ou de chimie, c'est bien la paix mondiale, la prospérité et la paix mondiale. Que fera-t-on s'il y a 200 millions de personnes qui traversent la Méditerranée parce qu'elles ne peuvent plus vivre 2 mois ou 3 mois par an, il n'y aura plus d'eau? Comment fera l'Europe s'il faut accueillir 200 ou 300 millions de personnes? Donc l'ONU, le dernier rapport de l'ONU qui est sorti avant la COP23 nous dit qu'il y a un écart catastrophique, pourtant ce sont des diplomates, il y a un écart catastrophique entre les engagements des États. On ne dit pas que rien ne bouge. Il y a déjà plein de choses qui sont faites. Mais l'ONU nous dit qu'il y a un écart catastrophique entre ce qui est prévu, vous voyez la courbe COP21, même si on tient ses engagements, on va vers un réchauffement catastrophique. Et vous voyez l'ampleur du chantier si on veut effectivement limiter à 1,5 ou 2 degrés. Peut-être que le mot de transition est trop gentil. C'est une métamorphose, c'est un accouchement, c'est une transformation très rapide. C'est un énorme chantier. Et sinon, de notre vivant, d'ici 10, 20 ou 30 ans, on va connaître le chaos. C'est un chantier colossal, mais je crois qu'il ne faut pas qu'il nous fasse peur. Dans tous nos pays, on a déjà été capable de réussir ce genre de chantier. Dans tous nos pays, quand on a décidé de mettre l'école pour tous, quand on a décidé de mettre l'école pour tous, on était capable de construire des écoles dans tous les villages et ça a été un énorme chantier, mais on a réussi. Quand Roosevelt décide d'entrer en guerre, c'est un énorme chantier, mais en quelques mois, on est capable d'augmenter la production pour entrer en guerre. Quand Kennedy dit on va aller sur la Lune, certains pensent qu'il a pris un coup de soleil, mais 7 ans plus tard, on est allé sur la Lune, on a créé 400 000 emplois, et dans toutes les familles américaines, on a une fierté, et dans toutes les familles américaines, on profite des créations d'emplois et du sursaut technologique. Donc je crois que ça aurait du sens que l'Europe se dise, on a
aller sur la Lune, c'est très important, mais peut-être que sauver notre planète, sauver l'humanité sur notre planète est encore plus important. Alors comment faire ? La Cour des comptes européenne a sorti un rapport assez inquiétant en septembre, mais qui dit que vraiment, si nous voulons prendre la question du climat au sérieux, si nous voulons rattraper le temps perdu, la Cour des comptes européenne dit que l'ordre de grandeur, ce qu'il faut chaque année, c'est à peu près 1115 milliards. Voilà. Il y a déjà des choses qui se font. Par exemple, dans toutes nos agglomérations, on met en place des transports en commun. Déjà, il y a des travaux. Il ne s'agit pas de dire que rien n'est fait, mais au total, public et privé, entre ce qui existe déjà et ce qu'il faut compléter, l'ordre de grandeur, c'est à peu près 1000 ou 1100 milliards chaque année. Comment faire ? Alors, le président l'a dit, ça pourrait créer massivement des emplois. En France, la dernière étude qui a été faite par le ministère dit qu'on pourrait créer 900 000 emplois. Rien qu'en France, on peut créer 900 000 emplois sur tous nos territoires. Ça veut dire que sur l'ensemble de l'Europe, si on trouve les moyens de débloquer des financements à la hauteur des enjeux, c'est 6 ou 8 millions d'emplois. Donc il y a un choix évident à faire. Soit on va vers le chaos, soit c'est une bonne nouvelle. On va dans tous nos pays où il y a un chômage et une précarité massive, on va relancer l'emploi, on va relancer l'économie si des millions de familles retrouvent un boulot, retrouvent un salaire. Comment faire ? Donc vous l'avez dit, Président, pour sauver les banques, en 2008, on avait mis 1000 milliards. Et c'est ce qu'on avait dit avec Michel Rocard ou avec d'autres il y a 5 ans. On disait, pour sauver les banques, on l'a fait. Pourquoi ne pas mettre 1000 milliards sur le climat ? Et certains nous disaient, ça n'est pas possible, les Allemands ne voudront pas, ou la Banque centrale ne voudra pas. Et puis, il y a 3 ans, un énorme tabou est tombé. Mario Draghi et les responsables de la Banque centrale européenne disent, l'activité retombe dans plusieurs pays. Il faut pousser les banques à aider l'économie. On va créer 1000 milliards. Donc ce qui était impossible, on nous disait que la Banque centrale ne voudra pas ou les Allemands ne voudront pas. Et la Banque centrale annonce qu'elle va créer 1000 milliards. On emploie des mots compliqués pour faire peur aux gens, le quantitative easing, mais c'est très simple. La Banque centrale met tous les mois à disposition des banques, à taux zéro, des dizaines de milliards. C'est le quantitative easing régulier. Et puis, de temps en temps, la BCE fait des TLTRO. En une journée, vous voyez, au mois de mars, le journal Les Échos raconte comment en une journée, il y a eu 233 milliards créés par la Banque centrale et mis à disposition des banques à taux négatif, en disant aux banques, profiter de cet argent pour relancer l'économie. Au total, en 2 ans et demi, si on fait le total de tous les quantitative easing et tous les TLTRO, il y a eu, et on a enlevé ce que les banques ont déjà remboursé par avance, au total, il y a eu 2500 milliards créés en 2 ans et demi. Il y en a 11% qui est parti dans l'économie réelle. Dans la plupart de nos pays, les entreprises trouvent plus facilement des crédits, c'est vrai. Dans la plupart de nos pays, l'immobilier redémarre un peu, c'est vrai, mais c'est seulement 11% de l'argent de la Banque centrale qui est allé dans l'économie réelle et 89% qui part à la spéculation. Vous répondrez après. Oui, tout à fait. Je dois quand même respecter. Donc au total, on voit que si on continue comme ça, on va avoir une double peine. On va avoir et la crise financière et le chaos climatique. Et nous, on propose qu'il y ait un vrai plan Marshall qui ait des vraies ressources via le financement de la BCE et via une fiscalité européenne. Vous voyez cette courbe, désolé, je dois accélérer pour laisser la place au débat, mais on voit comment l'impôt sur les bénéfices a baissé dans tous nos pays, alors que jamais les bénéfices n'ont été aussi importants, alors qu'aux États-Unis, jusqu'à la réforme de Trump, l'impôt sur les bénéfices était à 38%. Donc une de nos propositions, quand Emmanuel Macron dit qu'il veut un budget de plusieurs centaines de milliards pour l'Europe, ça nous paraît très important, il faudrait un vrai budget pour le climat, pour la politique de recherche, pour l'aide à l'Afrique, pour financer les travaux sur notre territoire. Mario Monti l'a dit dans un rapport récent, il faut des ressources propres à l'Europe et la meilleure solution, c'est un impôt sur les bénéfices non réinvestis, non pas un impôt sur les personnes, pas un impôt sur les entreprises, mais un impôt de l'ordre de 5% sur les bénéfices non réinvestis. Et si on avait ces 2 sources de financement, en même temps l'argent de la BCE qui passe par la BEI, qui fait des prêts à taux zéro, et en même temps une fiscalité propre, on pourrait avoir un vrai plan Marshall et diviser par 2 la facture. Notre objectif, c'est que l'Europe montre, et ça permettra de rendre obligatoire les travaux, dans le secteur du bâtiment, dire dans 20 ans, on doit mettre aux normes tous les bâtiments publics et privés, ce qui va donner beaucoup de travail sur tous nos territoires, parce que l'Europe et les États membres pourront diviser par 2 la facture grâce à ces financements. Je m'arrête là et nous répondrons à vos questions tout à l'heure. Merci. Oui, merci beaucoup.